Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Une fois encore, nous parlons du mouvement des Gilets jaunes, mouvement commencé il y a maintenant 2 mois. Aujourd'hui, une question se pose, comment sortir de l'impasse? 3 invités pour tenter de répondre à cette question. Anne-Sophie Pelletier de la France Insoumise. Elle est candidate en position éligible pour les européennes de mai pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. Face à elle, Barbara Bessot-Ballot, députée de La République En Marche de Haute-Saône. Elle a été élue il y a 18 mois, c'est son premier mandat. Et puis Frédéric Rousse, vice-président du conseil départemental du territoire de Belfort. Il est républicain, il est également conseiller municipal d'opposition à Delle. N'oubliez pas Twitter avec le hashtag DimpolFC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Vous pouvez commenter cette émission. Les Gilets jaunes, on va justement les entendre tout de suite dans un florilège de leurs réactions recueillies lors des nombreux reportages que nous avons consacrés à ce mouvement inédit. On nous ignore complètement. Les gens, ils en ont ras-le-bol de vivre comme ils sont en train de vivre. Ils vivent dans la misère sociale, ils peuvent plus vivre. Il y a de l'argent en France et il faut la partager, ce pognon, il faut le partager. Il y a le rétablissement de l'impôt sur la fortune, il y a l'augmentation des salaires, il y a l'augmentation des retraites. Il y a une multitude de revendications pour que le peuple puisse vivre décemment. Je travaille à l'hôpital, je suis aide-soignante et j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes depuis le début parce que je vois les gens qui sont en difficulté. C'est ça qu'on veut. Le RIC, bravo au RIC. Un RIC. Oui au RIC. Le RIC, leurs revendications, on va bien sûr en parler au cours de cette émission, mais on va commencer tout de suite par un chiffre. Les Gilets jaunes sont à la une de l'actualité depuis 2 mois. Il y a des violences en marge de leurs manifestations, des conséquences graves sur le commerce notamment, et pourtant 52% des Français soutiennent toujours ce mouvement. Alors Anne-Sophie Pelletier, vous comprenez ce soutien encore haut, majoritaire dans le pays, mais qui s'est effrité quand même. Il était à 65% il y a encore un mois. Alors bien sûr que je comprends ce soutien majoritaire, puisque de toute façon, on a vu longtemps et fréquemment sur toutes les chaînes d'information les violences mises en exergue, je dirais. On a parlé de violence des Gilets jaunes, qui s'effritent, que le soutien s'effrite. Personnellement, j'en suis pas si sûre que ça, et je trouve quand même que 52% des Français, après 2 mois où, comme je le dis, les violences ont été plus que montrées et on n'a pas forcément non plus écouté que les revendications des Gilets jaunes, c'est encore un large soutien à la mobilisation. Frédéric Rousse, vous en pensez quoi, vous, de ce soutien encore majoritaire? Je crois que les Français attendent des réponses aujourd'hui. Il y a les Gilets jaunes, mais il y a aussi l'ensemble de nos concitoyens qui attendent maintenant des réponses concrètes. D'abord au matraquage fiscal, comme on disait. Et puis, il n'y a pas que le matraquage fiscal, il y a aussi l'ensemble des normes. Il y a un pays qui va mal, il y a du chômage, il y a des petites retraites, il y a des commerçants qui ont du mal à s'en sortir, des artisans, il y a aussi des salariés. Voilà, je pense qu'il faut maintenant apporter des réponses concrètes à ces problèmes. Alors, il y a environ une 50aine de députés de La République En Marche qui ont été agressés, menacés, dont par exemple Christophe Lejeune, l'autre député de Haute-Saône, votre collègue de La République En Marche. Est-ce que vous avez eu peur? Et est-ce que c'est par peur que vous n'êtes pas allé sur les barrages? Puisqu'on a reçu une question de Bertrand. Bertrand qui vous dit, Madame, vous êtes élue par certains Gilets jaunes du rond-point de Noidans-les-Vesouls. C'est le grand centre donc des Gilets jaunes ces dernières semaines. Pourquoi n'êtes-vous pas venu les rencontrer sur le terrain? Alors, je suis surprise que cette personne me dise pourquoi vous n'êtes pas venu nous rencontrer. Les rencontres, j'essaie de les multiplier et je passe, si je ne suis pas à Paris, je passe mon temps à être sur le terrain, à aller à la rencontre. Alors effectivement, pas forcément des Gilets jaunes, mais aussi aller à la rencontre. Oui, mais les Gilets jaunes, vous les avez vus depuis 2 mois? Bien sûr, je les ai rencontrés. J'ai rencontré toute une équipe là-bas de Vesoul qui était effectivement menée. L'équipe n'était pas menée, mais elle était chapeautée par Céline Roy, qui était le contact principal, et il y a 8 personnes qui sont venues à la permanence où on a passé 2h30 ensemble. Donc vous pensez que Bertrand se trompe alors quand il vous dit que vous ne les avez pas rencontrés? Alors, j'ai rencontré les Gilets jaunes. Effectivement, je ne suis pas allée sur le rond-point de Noidans. Est-ce que vous aviez mais j'ai peur? rencontré 5 groupes. Non. Si la peur nous gagne, c'est le néant derrière.
on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la peur. Le jour où on tombe dans la peur, ça peut être dévastateur et derrière, on se résigne. Donc il est hors de question qu'on se résigne. Alors Anne-Sophie Pelletier, je pense que c'est le même Bertrand qui vous pose également une question pour vous. Alors vous êtes, comme je disais, candidate de la France Insoumise aux Européennes. Alors votre visage n'est pas inconnu puisque vous avez mené la grève à l'EHPAD de Foucheran dans le Jura. Pas toute seule. Vous étiez à la tête de cette grève et vous allez publier un livre dans quelques jours. Alors Bertrand dit, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne se désolidarise-t-il pas clairement des gilets jaunes violents ? Alors, je vais m'adresser à Bertrand, je vais lui dire que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais appelé à la violence. Il faut encore regarder les vidéos qu'il a faites récemment. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon en particulier, nous sommes hostiles à la violence et à toute forme de violence. Donc, il n'y a pas de solidarité avec des gens qui pourraient être violents de notre côté. Ça n'est pas tout à fait exact. Et puis, par contre, nous, ce que nous disons à la France Insoumise, c'est que la violence ne sert pas à un mouvement. C'est évident. Mais nous appelons à ce qu'il y ait grand nombre de personnes, puisque nombre fera force pour faire plier pour nous ce gouvernement. Et je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui est intéressant, puisque hier il y a eu donc un acte 9, et dans cet acte 9, on voit bien quand même que les violences ont diminué. Et j'en fais état aussi parce que Jean-Luc Mélenchon avait dit clairement dans ses vidéos que les gilets jaunes pouvaient aussi aller avec des casques blancs. Et qui ferait aussi un peu le service d'ordre. C'est un peu ce qui s'est passé hier. Voilà, donc voilà. Je vous presse un petit peu parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on aimerait vous entendre. Alors, comment sortir de l'impasse, c'est justement le titre de l'émission. Peut-être en débattant, c'est ce que propose le président de la République et le gouvernement. En attendant ce grand débat national, un tour de chauffe, si j'ose dire, a eu lieu à l'initiative de l'Association des maires ruraux de France. La Haute-Saône est le seul département de Franche-Comté à y avoir participé. Cahier de doléances, propositions. Près d'une centaine de communes y a répondu. On écoute le président de l'AMR de ce département, Jean-Paul Carteret. Les gens, ils ont besoin de parler, de s'exprimer, d'échanger sur plein de sujets. Il y a tellement longtemps qu'on ne les a pas considérés, au moins un petit peu. Et c'est justement la sonnette d'alarme que les maires ruraux tirions depuis si longtemps. Donc aujourd'hui, que nos concitoyens puissent s'exprimer au plus près d'eux, c'est le sens de la démocratie locale. Ce qui revient, c'est la justice sociale, la justice fiscale, la transition écologique et énergétique, l'organisation politique et territoriale, le rôle de l'État dans les territoires, la proximité, c'est les services, hein. C'est ce qu'on dénonce depuis longtemps, l'aménagement, le transport et les mobilités. Donc on a commencé à débattre en Haute-Saône. Frédéric Crous, est-ce que vous pensez que c'est le rôle des maires de lancer ce débat ? Écoutez, je rappelle que vous êtes conseiller municipal d'opposition, Adèle. Oui, les maires, les élus locaux, il est temps qu'on les écoute et il est temps que, je veux dire, les communes ont perdu, moi je vois dans ma commune, Adèle, c'est 434 000 € de dotation de l'État qui ont été perdus depuis 2014. Le département du territoire de Belfort a perdu 3 millions d'euros. Il est temps qu'on écoute enfin les élus locaux. Mais si vous êtes en tant que maire, en tant qu'élu locaux, relais du gouvernement, vous risquez aussi de vous retrouver dans une position un peu en porte-à-faux. Moi je ne suis pas le relais du gouvernement. Simplement, il est temps qu'on entende les gens et surtout. Vous préférez être le porte-parole des Gilets jaunes ? Non, moi je suis pas. Attendez, je suis porte-parole. J'entends la colère. Nous pouvons entendre un certain nombre de choses. Je veux dire Très honnêtement, moi je suis élu local depuis 3 ans. J'entends, je connais les attentes de ces personnes. J'ai reçu encore hier une maman dans ma permanence qui a 2 enfants à charge, et qui a un petit salaire et qui ne s'en sort pas. Voilà. Et quelle réponse on apporte à ça ? Moi je pense qu'il est temps qu'on écoute les gens, qu'on écoute les élus locaux, les collectivités locales notamment ont été complètement dézinguées pendant plusieurs années. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on fasse de la proximité. Les grands débats, c'est formidable. Justement, peut-être que les Français ne pensent pas que le grand débat, c'est vraiment formidable, puisque quelques chiffres pour présenter ce débat, toujours selon les sondages, donc c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais pour le moment, avant qu'il commence, on n'a que ça à se mettre sous la dent, si j'ose dire. Le grand débat national, seulement 34% des Français veulent y participer, donc 1 sur 3 seulement. Et d'autres chiffres encore, 70% considèrent que ce débat n'est pas indépendant, 80% qu'il n'aborde pas tous les sujets, 70% qu'il n'en ressortira aucune mesure utile. Barbara Bessot-Ballot, ça commence mal.
C'est même pas encore commencé, c'est déjà mal engagé. Effectivement, et ça s'appelle du pessimisme. Voilà. Et on a besoin d'optimisme pour pouvoir construire ensemble. Les doléances, c'est une bonne chose. On doit dire là où on a mal. D'accord. Ensuite, et vous savez, quand on va visiter effectivement l'EHPAD où je suis allée lors de la sécheresse, quand on va visiter le centre de police départemental, lorsqu'on va visiter la gendarmerie, lorsqu'on va visiter la maison d'arrêt, lorsqu'on va visiter tous ces services, à chaque fois que j'en suis ressortie en tout cas, je me suis dit, non seulement il y a du travail, mais comment on va faire pour redresser tout ça? Et là, on est en pleine nouvelle justice, donc c'est vraiment des domaines effectivement qu'il faut regarder d'un peu plus près. Les hôpitaux, c'est la même chose, etc. Comment faire pour construire? On doit passer dans l'état, le moment où on est tous d'accord sur le fait que les choses vont mal. Oui, elles vont mal. Ça, ce sont les doléances. On écoute bien, effectivement, là où ça va mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour construire, bâtir? Quelles vont être les nouvelles parties à construire pour demain? On va demander, donc, vous y croyez, vous, à ce grand débat national? Pour moi, le grand débat, il est mort-né. Voilà, parce que c'est l'État qui choisit les questions, les thèmes, donc il est peut-être aussi amené à choisir les réponses. Mais je voudrais revenir sur deux choses. Monsieur Rousse, vous dites qu'il est temps que les communes et les collectivités soient entendues, que les maires soient entendus, on sera d'accord là-dessus. Et vous dites, je ne suis pas le porte-parole des Gilets jaunes. Mais l'organisation, et on entend bien ces maires, sont là pour en faire remonter les doléances des Gilets jaunes. Donc, pour vous, cette organisation va permettre simplement que les communes soient entendues. Enfin, c'est pas vraiment, de ce que j'en ai compris, la possibilité des choses. On va laisser répondre. Et juste une deuxième chose, Madame Bessobalo, vous dites clairement, vous êtes allée visiter un EHPAD, vous êtes allée visiter tout ça. Je suis ravie que vous l'ayez fait, mais vous dites comment construire. Je pense que déjà, il ne faudrait pas que votre gouvernement déconstruise nos services publics. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire, clairement. Ça, c'est votre avis. Ensuite, Madame Pelletier... c'est pas mon avis, Madame Bessobalo, c'est ce qui se passe. Laissez-la répondre et après on donnera la réponse à Frédéric. Vous donnez votre avis sur le gouvernement actuel qui déconstruit. Pour moi, il ne déconstruit pas. Ensuite, lorsque vous dites le grand débat, effectivement, c'est perdu d'avance, d'accord, c'est votre avis. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Vous proposez quoi à la place du grand débat pour pouvoir analyser, comprendre et proposer derrière? Le cahier des doléances, j'aimerais préciser, effectivement, le cahier des doléances et de propositions. Jamais on ne le dit. On parle du cahier des doléances et de propositions. En tout cas, j'en ai regardé quelques-uns et effectivement, je remercie Jean-Paul Carteret d'avoir mis ça en place. Donc le président de l'association des maires de Haute-Saône, oui, a été très réactif. C'est effectivement très bien, ce cahier de doléances et de propositions. Maintenant, je suis plus dubitative sur qu'allons-nous en faire. Bon. Parce que, alors attendez, on va laisser répondre déjà. Frédéric, vous ne savez pas, c'est embêtant. Mais c'est pas un grand débat. Dire j'ai mal quelque part, c'est une chose. Maintenant, dire comment on fait et qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir, c'est autre chose. Et il y a beaucoup moins de monde autour de la table. Donc moi, je demande effectivement que le grand débat national, c'est ça l'objectif du grand débat. C'est de dire on se met autour de la table, on voit ensemble et qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais attendez, moi je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat dans cette histoire. Le cahier de doléances, pourquoi pas? Il y en a un dans ma commune, il y a un cahier de doléances à Belfort. Il y a, très honnêtement, le grand débat, pourquoi pas? Je veux dire, on peut tous parler, c'est important qu'on entende. Simplement, le diagnostic, on le connaît maintenant, il faut qu'on apporte des solutions concrètes. Pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron a infligé depuis le début de son mandat plus de 4 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Je veux dire, arrêtons ce matraquage fiscal. Apprenons à gérer les choses autrement. Arrêtons le matraquage des collectivités. Faisons confiance aussi aux élus locaux. Moi, vous savez, vous parliez de relais tout à l'heure. Moi, je suis un élu local, je sers mes concitoyens et je les entends tous les jours. J'ai pas besoin. Les gilets jaunes n'est que l'expression finalement d'un ras-le-bol parce qu'à un moment donné, depuis Paris, les gens n'ont plus l'impression d'être entendus. Les territoires ne sont plus entendus. Il y a une question de Antoine et Mélusine qui se rejoint, qui disent quelles sont justement les garanties que vous apportez pour ce grand débat national. Puisque vous avez fixé un cap, vous dites on n'a pas le droit de parler de la peine de mort, l'IVG, le mariage pour tous, on n'a pas le droit de remettre en cause la politique du gouvernement depuis 18 mois. Alors qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre? Et s'il sort des choses très concrètes, est-ce que vous allez les appliquer?
Transition écologique, démocratie, citoyenneté, fiscalité, organisation de l'État et services publics. Voilà les cadres de la discussion. Si nous ne donnons pas de cadre de discussion... Oui, il faut donner un cadre. Voilà, il faut donner un cadre. Effectivement, il y a certaines parties, ce sont des combats sociaux, comme par exemple la peine de mort. Ça a été réécouter ce qu'a pu dire Badinter, réécouter ce qu'a pu dire Simone Veil par rapport à l'IVG. On va revenir là-dessus ? Mais par exemple, il y a une autre question de Fanny et Gilles. Pourquoi ne pas rétablir l'ISF? Est-ce que c'est pas une erreur de dire d'entrée de jeu, on va pas rétablir l'ISF? En tout cas, l'ISF. L'impôt de solidarité sur la fortune. C'était une proposition. Déjà, ce n'est pas la disparition de l'ISF puisqu'il a été remplacé par l'IFI. Donc tout ce qui est immobilier est toujours taxé au niveau grand patrimoine, on va dire. Souvenez-vous, je l'ai vu il y a pas très longtemps justement à la télévision. Souvenez-vous de Gainsbourg quand il brûle son billet de 500 € parce qu'il est taxé à 75%. 500 francs. De ça 500 francs, pardon. 500 francs. C'était déjà beaucoup d'argent. C'était déjà énormément d'argent à l'époque. En tout cas, moi, de ces billets-là, à l'époque, je n'en avais jamais eu dans ma poche. Alors, il était taxé à 75. Qu'est-ce qu'il pensait? L'ISF a été en place pendant des décennies. Ça n'allait pas mieux à la fin de l'ISF. Mais c'est un symbole. Vous avez compris que c'était un symbole. Parce que moi, j'ai lu les cahiers de doléances et de propositions de Haute-Saône. Ça revient régulièrement, cette histoire d'ISF. Ça revient régulièrement, effectivement. C'est un peu plus de 3 milliards, effectivement. Un quinquennat, c'est 5 ans, c'est très très court. Au bout d'1 an et demi, on nous fait la peau, entre guillemets, parce que on nous afflige effectivement de tous les maux qui ont été accumulés pendant des décennies. Au bout d'1 an et demi, on nous demande, ça me fait le même effet que on pourrait avoir un enfant et on lui demanderait d'avoir le bac au bout de 6 mois. Combien de temps il faut pour éduquer, élever un enfant? Combien de temps il faut? Une grossesse, ça dure toujours, pour faire un enfant, ça dure toujours 9 mois. Enfin, il me semble. Ou à peine moins. On pourra jamais réduire. Et là, on nous demande en 18 mois de tout transformer alors que nous sommes en transformation. Encore une fois, nous sommes en pleine loi justice. On n'en parle pas du tout de la loi justice. Pourquoi on ne parle pas du tout de cette loi-là? C'est pas dans les revendications des Gilets jaunes. Oui, alors non. Dans les médias, on parle beaucoup des Gilets jaunes. Et il faut qu'on en parle, bien entendu. C'est un sujet. Mais c'est un sujet aussi, la réforme de la justice. C'est un sujet aussi, les réformes de la retraite qui arrivent. C'est un sujet aussi, les réformes de la santé. En même temps, Édouard Philippe a dit qu'il y avait un certain nombre de réformes qui allaient attendre justement les résultats du grand débat, que ce soit l'organisation territoriale, la loi d'orientation et la réforme constitutionnelle. Justement, donc par ça, exemple, c'est de l'écoute? Non, il a dit on va attendre. Je dis pas que c'est de l'écoute. Je dis qu'il a différé, voilà. Entendre, et ensuite on verra la réforme. Il y a une demande très forte. Et Marie est l'une des téléspectateurs ou des téléspectatrices qui nous a demandé de relayer cette question. Est-ce que vous êtes favorable au RIC, au référendum d'initiative citoyenne? On va commencer par Frédéric Rousse. Ce référendum, pour ou contre? Écoutez, pour ou contre, enfin, je veux dire, oui, il faut entendre les gens. Je ne sais pas si je suis pour ou contre le référendum. Simplement, je dis qu'il faut associer davantage les gens. Vous savez pourquoi on relance tous ces débats aujourd'hui sur le référendum? C'est tout simplement parce que l'État est tellement déconnecté des réalités et qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'être entendus. Je veux dire, qu'on fasse aussi confiance, je le répète, aux collectivités locales. Je redis ça parce qu'il faut qu'on lance surtout un nouveau programme, un nouveau plan de décentralisation. C'est très important. Il faut que l'État se reconcentre sur ses compétences régaliennes. Vous êtes en train de sous-entendre depuis tout à l'heure que ce sont les technos à Paris qui ont pris, les technocrates qui ont pris le pouvoir. Complètement. Les technos. Mais c'est pas un cliché, ça, c'est pas un peu populiste? C'est pas un cliché. Non, c'est pas populiste, c'est pas un cliché. Simplement, moi, ce que je dis aujourd'hui, pourquoi on lance tous ces RIC maintenant? Alors, on a un nouveau terme à la mode, c'est le RIC. Moi, je vais vous dire, dans nos collectivités, les communes, le département, nous entendons aussi, nous associons nos concitoyens quand nous faisons un projet, par exemple, nous leur demandons leur avis et on est capable aussi de retirer un projet quand il n'est pas bon et de le laisser quand nos concitoyens nous disent qu'ils nous suivent. Je dis que vous êtes aussi directeur de cabinet de Damien Meslot, le maire de Belfort, et il a retiré un projet important l'année dernière. Bien sûr, sur les berges. Sur les berges de la Savoureuse. Damien Meslot avait entendu justement les concitoyens qui n'étaient pas favorables à ce projet. Il a entendu ses concitoyens, il a retiré le projet. On va demander à Madame Pelletier. Il faut que l'État, à un moment donné, entende la réalité du terrain. Et c'est ça qui est important. Et c'est ne tapez pas avec vos poings sur la table. Simplement. Et puis, pourquoi pas reprendre l'exemple de la Suisse qui fait des votations? Nous sommes frontaliers. Moi, je suis un élu frontalier. La Suisse fait des votations sur un certain nombre de sujets qui intéressent les Suisses. Eh bien, étendons ces votations, pourquoi pas. On va demander à Madame Pelletier. Le RIC, c'est une revendication de la France insoumise.
Insoumise. Le RIC est une revendication. Alors le RIC, Vous êtes quand on mis dit un le peu... référendum d'initiative citoyenne, je trouve ça quand même plus joli. Oui, c'est une revendication de la France Insoumise depuis l'avenir en commun. C'est quelque chose que nous voulons. Et c'est arrivé comme ça chez les Gilets jaunes à un moment donné. Hein. Ah mais vous savez, je vais vous faire une confidence. Il y a des insoumis partout et même sur les ronds-points. Donc non, c'est pas vrai. Si, je vous assure. Donc bien sûr que si, le RIC, nous y sommes favorables. Mais je voudrais revenir sur quelque chose, Madame Bessot-Ballot, que vous avez dit. Vous êtes depuis 18 mois aux manettes, mais Monsieur Macron, ça fait pas 18 mois qu'il est dans la politique. Je veux dire, il était déjà sous Monsieur Hollande, il a déjà pris des décisions. Donc vous pouvez pas nous sortir l'argument que vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines, quoi. C'est votre premier mandat, mais M. Macron connaissait déjà l'état des choses et a pris déjà des mesures concernant notre pays, puisqu'il était sous le gouvernement Hollande, n'est-ce pas? Oui, il était sous le gouvernement, effectivement. Donc il connaît très bien la situation. Pour réformer, mais les Français connaissaient très bien la situation aussi. Il y a eu un vote, effectivement. Les résultats du vote ont été là. On doit revoir. Je suis d'accord aussi quand vous dites l'État paraît complètement déconnecté. Mais on peut l'entendre, ça. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on doit remettre à plat et de revoir effectivement comment on organise les choses, comment on réorganise les choses. La défiance par rapport... vous savez, vous vous préparez pour les élections européennes. Oui. Je vous souhaite d'être élu, que le meilleur gagne, j'allais dire. Je vous souhaite d'être élu pour voir aussi comment ça se passe. Parce que vous allez voir, une fois que vous êtes à la terre... Tous ceux qui ont été élus, effectivement, insoumis ils arrivent effectivement avec tout un tas d'espoir. Et après, il faut faire avec tout le monde. Parce que vous pensez que les 17 insoumis à l'Assemblée nationale n'y arrivent pas, ou je sais pas. Comment vous dites? N'y arrivent pas, ne sont pas dans leur rôle. Enfin, je sais pas, je vois pas où vous voulez en venir là. Je vous souhaite. Parce que je vous assure que les 17 députés insoumis sont toujours dans leurs convictions et ils y arrivent. Mais ils sont. Puisqu'il y a encore un projet de loi qui a été déposé par la France Insoumise sur le RIC. Et alors, ça va mieux? Mais écoutez, nous on se bat. Et alors, ça va mieux? On ne vote pas comme. Mais on se bat. Mais on se bat tous dans l'intérêt général. On a tous ces mots-là à la bouche. Mais tous. Pardonnez-moi. Maintenant, encore une fois, je vous dis simplement par rapport au grand débat national, puisque c'est ça le point central de ce matin. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aller ensemble vers du mieux, pour aller ensemble effectivement à payer moins d'impôts, avoir un service public qui est plus efficient. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on connaît ça. D'abord, reconnectez-vous avec les acteurs locaux aussi, les élus locaux, les syndicats, les associations, tous les acteurs locaux. C'est ce que je vous dis encore une fois, en 18 mois, c'est ce qu'on tente de faire. Et puis apprenez à mieux gérer l'État avant d'augmenter. Comment nous faisons, nous, dans nos collectivités? Au lieu d'augmenter, nous n'avons jamais augmenté les impôts dans notre collectivité départementale depuis que nous sommes aux manettes. L'État, au lieu d'augmenter les impôts, eh bien, ferait mieux d'apprendre à gérer un peu les choses autrement. Il y a 20 milliards d'euros d'économies qu'on peut faire sur la gestion même de l'État. Je veux dire, c'est impressionnant. Il n'y a aucune piste qui est annoncée là-dessus. On peut faire des économies drastiques, on peut faire des économies sur les normes aussi, sur l'ensemble des politiques. J'ai l'impression, en vous entendant, Madame Bessot-Ballot, que vous aussi, vous êtes heurté à un principe de réalité en entrant à l'Assemblée nationale. Mais tout ce qui est dénoncé en ce moment, c'est ce qu'on dénonçait auparavant. C'est ce qu'on a dénoncé. C'est ce que moi j'ai mettre un gilet jaune, quoi. Mais dans le départ du gilet jaune, aujourd'hui mettre un gilet jaune, ce serait vraiment compliqué pour moi quand même. Mais les revendications qui ont été faites par les gilets jaunes au départ du mouvement, j'ai la sensation que c'est exactement ce que j'ai défendu au moment de ma campagne. Donc, quand Frédéric Rose parle des collectivités locales qui ne sont plus des relais de l'État, etc., vous vous dites aussi qu'en tant que député, vous aimeriez plus exister à l'Assemblée nationale et plus exister vis-à-vis du gouvernement et du président? Mais on a tous envie de plus exister. Il faut avoir la meilleure des balances pour à la fois plus exister, à la fois être mieux entendu, et à la fois on ne peut pas faire avec les humeurs de chacun, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut aussi prendre une décision, trancher et y aller à un moment donné. Peut-être qu'on a trop tranché, peut-être que le gouvernement a trop tranché à un moment donné, trop tranché sans nous écouter. Je pense, quand je vous dis ça, je pense particulièrement, par exemple, aux 80 km/h. Peut-être qu'on n'est pas assez entendu. Mais souvenons-nous aussi que l'on venait d'une période où on avait peut-être trop tendance à écouter, et ça a été reproché d'écouter aussi trop les uns et les autres. Là, au SNCF, par exemple, il y avait 320 000 personnes dans la rue au pic, effectivement, du plus haut des manifestations dans les rues par rapport à la réforme de la SNCF. Nous sommes arrivés depuis combien de temps on en parlait?
Depuis combien de temps? Alors effectivement, la violence qui a été mise par rapport aux Gilets jaunes fait que ça a bouleversé et basculé beaucoup de choses. Et personne ne s'y attendait. Pour conclure, quand même, parce qu'il reste 2 minutes, Laurent Wauquiez, c'est le grand perdant politique de ce mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on ne l'a pas vu, pas entendu. Il a mis un gilet jaune, il l'a enlevé, tout. Mais les Républicains ont du mal d'exister? Ah, pas du tout. Enfin, pardonnez-moi, je suis élu républicain, vous l'avez dit, j'existe, je suis un élu local qui agit. Laurent Wauquiez a fait des propositions très claires, avec un Big Bang fiscal notamment et 20 milliards d'euros d'économies sur le train de vie de l'État. Je trouve que ce sont des propositions intéressantes. Il a fait des propositions sur la suppression des normes, il a fait des propositions sur l'apprentissage, parce qu'il est peut-être temps qu'on parle d'apprentissage aussi. Il est temps qu'on parle d'emploi, il est temps qu'on parle également d'accompagnement. On va donner la parole à Madame Pelletier. La France insoumise donc aux européennes, est-ce que vous avez peur d'une concurrence d'une liste Gilets jaunes? Mais pourquoi aurions-nous peur d'une concurrence? Nous ne sommes pas sur les ronds-points et en soutien du mouvement des Gilets jaunes pour prendre des parts de marché. S'il y a des gens qui ont les mêmes propositions et qui veulent monter une gilet jaune, d'abord, qui serions-nous pour leur interdire? Et deuxièmement, je me posais un peu la question, mais est-ce que si une liste gilet jaune venait aux européennes, est-ce que ça ne servirait pas un peu le gouvernement friand? Vous pouvez répondre à cette question, il vous reste 40 secondes. C'est une question? Oui, c'est une question. Je le prends plutôt comme une remarque. Une boutade? Oui, non, j'irai pas jusque-là. J'ai quand même un peu plus de bienveillance et de respect. C'est une analyse, c'est une manière de voir, c'est un constat, comment analyser ça, comment dire? Oui, c'est un constat. Est-ce que ça va profiter au gouvernement? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, aujourd'hui, les choses sont telles qu'elles sont, et il faut que nous avancions sur notre travail. Ce sera le mot de la fin. Je suis désolée. Donc le temps de l'émission est terminé. Merci mesdames, merci monsieur d'y avoir participé. Merci de votre attention et surtout bon dimanche après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.